monsieur. Alors, dans le cadre de notre projet en L3 MIH du cours de programmation Python, Audrey et moi-même, Marie-Yasmine, allons vous présenter ce qu'on a eu à faire tout au long de ce projet. Donc, comme je le disais, ce projet il consistait à mettre en place une application Python d'analyse prédictive qui devra reproduire les calculs et les sorties de la proc discrete et de la proc step disk de SAS. En effet, la proc discrete et la proc step disk font référence à l'analyse discriminante prédictive. Et nous, dans le cadre de ce tutoriel, on va travailler avec les données eau de vie qui sont scindées en deux. Dans la première partie, contenant les données d'apprentissage et la deuxième partie contenant les données de test. Donc, dans un premier temps, on va d'abord importer dans notre programme principal les données d'apprentissage que nous allons exploiter. Donc, je vais laisser Audrey vous expliquer ce qu'on a pu faire de cette exploitation-là. Donc, on a décidé de créer un module à part qui s'appelle Linear Discriminant Analysis, dans laquelle on a une classe qui s'appelle LDA. Et dans cette classe, on a défini un constructeur qui nous permet d'initialiser les variables dont on aura besoin par la suite. Donc ici, sur cette partie-là, comme ce que vous pouvez voir, on initialise le data train avec les données d'apprentissage qu'on a passé dans un paramètre de nos constructeurs de cette classe. Et ici, on a initialisé aussi la variable cible, le vecteur cible, la matrice de variables explicatives. Et dans ce constructeur, on a calculé également les effectifs de données d'apprentissage, le nombre de classes dont on a. Et on a mis toutes les modalités distantes dans une liste. Donc, ici aussi, on a décidé de récupérer les données de nos variables explicatives dans une matrice NumPy pour faciliter les calculs par la suite. Ici, on a également calculé les effectifs par classe et aussi les fréquences par classe. Dans notre constructeur et aussi dans presque toutes nos fonctions, on a décidé d'ajouter un paramètre qui s'appelle f ici, qui a une valeur par défaut, qui est false. Et si on met la valeur true pour ce paramètre, cela nous permet d'afficher les résultats de nos calculs sur Python. Donc ici, si on met f égale true, cela nous permet d'afficher tous ces résultats sur Python. Donc maintenant, je vais essayer d'exécuter dans le programme principal la partie du code que je viens de vous expliquer. Donc en effet, on aura ces résultats-là sur Python, car on avait mis affichage égal à true ici. Ensuite, on a également décidé de présenter cela sous format HTML, ce qui est visible là. Donc, c'est plus clair. Donc là, on a les 5 premières lignes du vecteur cible qu'on a initialisé dans notre classe LDA. Donc là, ensuite, là, on a les 3 modalités de nos données d'apprentissage qui sont notamment Kirsch, Mirab et Poa. Donc, ensuite, on a décidé d'afficher également les 5 premières lignes de la matrice des variables explicatives. Là, on a les effectifs qui est de 52, ce qui correspond bien au nombre d'observations de nos données d'apprentissage, au nombre de classes qui est égal à 3, qui correspond bien au nombre de modalités, les degrés de liberté intraclasse et interclasse. Dans le dernier tableau, on a calculé les effectifs et les proportions par classe de Kirsch, Mirab et nous avons les résultats qui sont affichés là. Ici, dans notre classe LDA, on a décidé également à ajouter une fonction plot qui nous permet de générer un graphique des informations générales de notre donnée d'apprentissage. Donc, dans cette fonction plot, on a une boucle for dans laquelle on génère les graphiques des données pour chaque paire de nos variables explicatives. Et donc, en un résultat, on aura ce type de graphique.
Maintenant, on va s'intéresser au calcul des moyennes conditionnelles. Donc, pour calculer les moyennes conditionnelles, on va d'abord définir une fonction. Donc, voilà, qui est là. Du coup, on va définir la fonction conmin. Ensuite, on va créer une liste temporaire vide, moise, là, qui va contenir les résultats de nos calculs de ces moyennes conditionnelles-là. Ensuite, grâce à une boucle for pour chaque modalité, on va ensuite calculer les moyennes conditionnelles. Et ensuite, dans notre programme principal, si on exécute, voilà, on aura les moyennes conditionnelles là qui s'affichent sous Python, mais on peut également les voir sur HTML, au format HTML. Donc, dans ce tableau-là, on a le récapitulatif pour chaque classe des moyennes conditionnelles. Donc ici, on a aussi une fonction qui nous permet, une fonction qui s'appelle covmatrix, qui nous permet de calculer les matrices de variance, covariance conditionnelle. C'est-à-dire les matrices variance, covariance pour chacune de nos classes. Ici, dans cette fonction, on a initialisé une liste temporaire qui s'appelle opmatcov, qui va contenir tous les matrices variance, covariance conditionnelles pour chaque modalité qu'on va calculer ici dans ce boucle for. Et ensuite, dans la fonction, la prochaine fonction, la fonction intra-covmatrix, on va réutiliser les résultats. Oui, les résultats qu'on calcule à partir de la fonction covmatrix que je viens de vous expliquer. Et donc, dans cette fonction intra-covmatrix qui calcule la matrice de variance covariance interclasse, on va utiliser la fonction map qui va appliquer la fonction lambda, la fonction intermédiaire lambda, qui multiplie le nombre d'effectifs par classe moins 1 par sa matrice de variance-covariance. Et les résultats de cette fonction de map vont être additionnés grâce à la fonction reduce. Et cette matrice qui va être produite grâce à ces deux fonctions vont être multipliées par 1 sur le nombre d'observations moins le nombre de modalités. Et cette fonction va retourner les résultats de ce calcul, ce qui est la matrice de variance-covariance interclasse. Et ensuite, avec la fonction suivante, la fonction intra-covmatrix 1, on va inverser la matrice variance-covariance que je viens de vous expliquer tout à l'heure, qu'on calcule à partir de cette fonction. Et pour faire cette inverse, on va utiliser la linalg.env de la librairie NumPy. Maintenant, je vais essayer d'exécuter le code dans le programme principal pour afficher à ces fonctions pour voir les résultats. Voilà, donc on aura tous ces résultats sur Python, mais on peut voir ces résultats plus clairement sur HTML, ce qui est là. Donc ici, on a bien les matrices variance-covariance conditionnelles pour chacune des modalités, Kirch, Mirab et Poire. Et ça, ici, on a la matrice de variance-covariance intraclasse et aussi son inverse. Maintenant, ma collègue va vous expliquer la fonction fit. Donc, du coup, là, pour la fonction fit, qui est une fonction de classement, on va d'abord, pour cette classification, définir une fonction fit qui contiendra. Donc, dans un premier temps, on va d'abord récupérer les résultats des moyennes conditionnelles qu'on avait déjà calculées plus haut, donc dans la variable moic. Ensuite, on va récupérer également l'inverse de la matrice variance-covariance intraclasse qu'on avait également déjà calculée, donc qui va être contenue dans WE, dans cette variable-là. Donc,
pour cela, il faudra d'abord, pour la fonction de classification, on va d'abord calculer les coefficients, ce qui est là. Donc, grâce à la fonction np.dot de la librairie NumPy, on va multiplier les moyennes conditionnelles à l'inverse de la matrice variance-covariance intraclasse. Voilà. Ensuite, pour le calcul de l'intercept, on va utiliser également la fonction np.log de la librairie NumPy, et grâce à cette formule qui est là, on va calculer l'intercept. Ensuite, on va retourner les coefficients et l'intercept qu'on a calculé. Donc, dans le programme principal, je vais exécuter là. On va voir les résultats. Voilà, donc là, on a les coefficients et là, on a l'intercept. Ce qu'on peut également voir sous un format HTML. Là. Donc, ici, on a les coefficients en haut et tout en bas, là, à la dernière ligne, on a les intercepts qu'on a calculés. Donc, c'est pour les fonctions de classement. Ensuite, on va s'intéresser au... Là. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au calcul du lambda de Wilks, du FRAO et de la statistique de texte pour la validation du modèle. Donc, pour cela, pour le calcul du lambda de Wilks, on va définir une fonction lambda W qui est là, et on va utiliser cette formule-là qui va multiplier la matrice variance-covariance intra divisée par la matrice variance-covariance totale. Oui, et ces deux matrices variance-covariance sont biaisées. Oui, biaisées. Pour ce calcul, on utilise la fonction linAcdet qui de librairie NumPy qui nous permet de calculer les déterminants des matrices. Voilà. Ensuite, pour la statistique de test FRAO, on va également définir une fonction FRAO. On va d'abord calculer les degrés de liberté du numérateur, le degré de liberté du dénominateur, et ensuite, grâce à ces calculs-là, donc là et là, on va ensuite calculer la statistique de test là. Et on va retourner ces trois résultats, degré de liberté du numérateur, le dénominateur, ainsi que cette statistique de test. Ensuite, ici, on va calculer également le p-value. Tout d'abord, on va récupérer les résultats qu'on a eu à partir, qu'on peut avoir à partir de la fonction précédente. Oui, de la statistique de test. Oui. Et ensuite, ici, on calcule le p-value avec une fonction de la librairie NumPy. Et maintenant, on va essayer d'exécuter les résultats des fonctions qu'on vient de vous expliquer. Donc, en résultat, on aura ça. On aura tous ces résultats qui affichent Python. Sous HTML également, on peut également visualiser ça. Donc, on a le lambda de Wilks qui est affiché là, le degré de liberté du numérateur, du dénominateur, la statistique de test et la p-value. Maintenant, on va continuer avec la partie prédiction de ces données. Donc ici, pour faire la prédiction, comme ce que Marie-Yasmine a dit, on va utiliser une autre donnée, des autres données, des données des tests. Donc ici, on a importé les nouvelles données, les données de tests. Oui, toujours les données eau de vie, mais du coup, la feuille contenant les données de test. Et ici, on fait appel à la fonction predict que nous avons définie dans notre module Linear Decimal Analysis dans la classe LDA. Donc ici, pour faire la prédiction, on a tout d'abord initialisé des variables pour faciliter les calculs et les processus qu'on va faire. Donc ici, on a initialisé les variables prêtes qui servent juste pour l'affichage des résultats de notre prédiction. Et ensuite, ici, on a initialisé
le data test, des tests, et aussi le n-test qui est les effectifs de nos données de test, car on a besoin de ces deux variables, non seulement dans la fonction prédiction, mais après aussi dans la fonction où on calcule la matrice de confusion, que je vais vous expliquer plus tard. Donc ici, dans la fonction prédiction, on va tout d'abord mettre la valeur prête à égale à true parce qu'on va afficher du coup les résultats de prédiction car on fait appel à cette fonction. Et on va mettre les données de test dans notre variable des tests. Et ensuite, on va également calculer, initialiser les données, la matrice des variables explicatives ici et calculer les effectifs de nos données de test. Et ici aussi, on va, comme avant, on a décidé de récupérer nos données de nos variables explicatives dans une matrice NumPy pour faciliter nos calculs. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on va on va s'intéresser au calcul des scores. Pourquoi? Parce que cette classification-là va se baser sur les scores. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord calculer les scores. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va récupérer les résultats de Quef et Intercept qu'on avait calculé plus haut dans la fonction fit, si vous vous souvenez, on en a parlé. On fait appel à la fonction fit pour récupérer les données. Oui. Voilà. De Quef et Intercept qu'on a calculé. Ensuite, pour le score, on va utiliser, pour le calcul des scores, on va utiliser la fonction np.dopt et la fonction np.apply à long axis de la librairie NumPy. Donc ici, tout d'abord, on va multiplier la matrice contenant les données, des données de nos variables explicatives avec la transposée de notre fonction. Et ensuite, on va utiliser cette fonction apply along axis pour additionner chaque ligne de score avec l'intercept transposé, qui est transposé. Ensuite, on va calculer le prédict ici. Pour faire la prédiction des scores. Oui, la prédiction à partir des scores. Maintenant, on va exécuter cette partie dans le programme principal pour voir les résultats. Voilà. Du coup, on aura ces résultats-là en exécutant cette partie de code. Et on peut également voir ces résultats sous HTML ici. Oui, donc sous HTML, on a juste affiché, que ce soit dans Python ou dans HTML, on a juste décidé d'afficher les 10 premières lignes les 10 premiers résultats de nos observations. Donc là, on en a dit. Et pour la prédiction, là, on a les scores. Et du coup, pour la prédiction, les 10 premières observations étaient classées Kirsch, ce qu'on peut voir là. Oui. Et pour évaluer nos modèles, on a aussi décidé de calculer la matrice de confusion. Oui. Donc, on a défini une fonction confusion matrix pour ce faire. Donc, ici, dans cette fonction, on a construit une matrice de confusion à partir des données, de vraies données dans le vecteur cible de nos données de test et aussi à partir de nos résultats de la prédiction. Et en sortie, on aura cette matrice de confusion. On peut également le voir ici sur HTML pour le voir plus clairement. Donc ici, dans notre classe, on a également décidé d'ajouter une fonction qui s'appelle affichage, qui nous permet d'afficher tous les résultats de notre classement et aussi classification et aussi de la prédiction en même temps. Et on a également une fonction HTML pour faire la même chose, qui fait la même chose comme la fonction affichage, mais au lieu d'afficher sur Python, on affiche les résultats sur HTML. Donc, je vais essayer d'exécuter ces codes dans ces parties. Je vais essayer de faire appel à ces fonctions dans le programme principal.
Donc, on voit bien ici en exécutant cette partie de code, en exécutant la fonction d'affichage, on a bien l'affichage de tous les résultats de nos calculs. Et ici, pour la fonction HTML, on doit mettre un paramètre, le nom du fichier HTML qu'on veut. Oui. Donc, en exécutant ça, c'est ici. On aura bien dans notre répertoire de travail. Oui, c'est ça. Les résultats. Les résultats de notre analyse discriminant linéaire. Toutes les prédictions et aussi la classification ici. Voilà. Maintenant, on va passer à la step disk. Donc, tout d'abord, pour la step disk, dans notre programme principal, on a d'abord, dans la classe LDA, on a d'abord mis step disk est égal à true et on a fixé notre seuil à 0,01. Notons que si on ne fixait pas notre seuil à 0,01, donc le cap, il est par défaut est égal à 0,05. Ensuite, dans le module linéaire discriminant analysis, on a donc dans notre constructeur de la classe LDA, on a fait appel à la classe forward selection. Donc là. Oui, ici. Et on n'oublie pas non plus d'importer notre module step disk là, qui est créé là. On l'importe tout d'abord dans la classe, dans le module linéaire discriminant analysis et dans ce cas, dans la classe LDA, on met step disk est égal à true et on fait appel à la fonction forward selection qui était définie dans le module step disk. Ensuite, dans notre classe forward selection, on initialise toutes les variables dont on aura besoin pour les calculs plus tard, donc notamment les vecteurs cibles, l'effectif, la matrice de variables explicatives, etc. Et on définit des fonctions qui vont calculer les matrices variance-covariance intra-biaisées, la matrice variance-covariance totale biaisée. On calcule le lambda de l'X toujours en définition des fonctions et en utilisant des boucles for. Et on calcule la statistique de test F. Maintenant, je vais laisser ma collègue Audrey vous parler de la sélection avec la méthode ascendante, donc la méthode forward. Donc, pour ce faire, on a décidé de créer une fonction qui s'appelle forward. Et dans cette fonction, on a initialisé des listes ici, des listes temporaires qui vont ensuite stocker les résultats de chaque itération. Donc, ici, tant que le nombre de variables explicatives est toujours supérieur au nombre de variables qu'on sélectionne, on va continuer le processus de cette sélection par la méthode forward. Aussi, on a tout d'abord récupéré les statistiques de f et aussi le p-value en faisant appel à la fonction f-test. Et ensuite, on va choisir les variables qui ont une p-value inférieure au seuil qu'on avait fixé. Et parmi ces variables qui a une p-value inférieure au seuil qu'on avait fixé, on va choisir la variable qui a une statistique de test maximum, qui est la plus grande statistique de test. Et ensuite, on va stocker tous ces résultats dans les listes que je vous avais montrées ici. Oui. Et maintenant, on va essayer d'exécuter cette partie. On va essayer d'exécuter, on va essayer de faire l'analyse discriminant linéaire avec step disk ici, en exécutant cette partie sur le programme principal. Voilà. Du coup, ici, on voit bien qu'on fait des itérations, le processus de step disk ici, pour sélectionner les variables. Pour le voir plus clairement, on va voir ici sur HTML.
Donc, pour la première itération, on a, comme je vous avais expliqué avant, on va choisir d'abord les variables. les variables, oui, qui ont une p-value inférieure au seuil qu'on avait fixé, ce qui était 0,01. Oui. Donc, parmi ces variables, on va choisir une variable qui a une statistique de test maximum, la value maximum. Et si on a meilleur qui a une statistique de test maximum, donc on a sélectionné la variable meilleur. Ensuite, pour l'itération 2, on va également refaire le même processus. Donc, on va d'abord sélectionner les variables ayant une p-value inférieure au seuil fixé. Et ensuite, on va voir celle qui aura une statistique de test maximum. Donc, ici, ce sera BU1. Donc, ce sera celle qui sera sélectionnée. Ensuite, on fera la même chose pour l'itération 3. Et enfin, là, on voit qu'à l'itération 3, le processus s'arrête parce que on ne peut plus faire entrer de variables dans notre processus. Donc, l'algorithme va s'arrêter. Car tous les p-values sont supérieurs à au seuil. 0,01. Donc, maintenant, là, on a dans ce tableau-là, voilà, un récapitulatif de tout l'algorithme avec les variables sélectionnées, notamment MEO, BU1, MEPR. Et ensuite, on va faire le même processus d'analyse discriminant linéaire, le classement et la prédiction, comme avant. Mais avec seulement ces trois variables. Oui. Voilà. Merci. On espère que vous avez bien compris nos explications et que vous sauriez reproduire notre tutoriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.